Il y a deux grands sujets en littérature. L'amour C'est chez Volard, Pauline. L'empereur va écraser ses Autrichiens. Et nous serons rentrés en rien de temps. Vous m'écrirez? Tous les jours, je vous le promets. et la guerre. Me voici de face à 2000 Anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, Je coupais des doigts, des mains, des bras, des cheveux. Et pour continuer notre série sur la littérature des guerres napoléoniennes, on va poursuivre aujourd'hui avec un deuxième livre qui est tout simplement magistral Ah, c'est superbe! Et on va- Quel pied! Ah, quel pied! et qui est malheureusement complètement oublié en France aujourd'hui et quasiment introuvable si ce n'est dans les vieilles boutiques et les vides-greniers. Cet épisode, c'est un cri du cœur pour le ressusciter, pour le tirer de cet oubli où il est injustement tombé. Si jamais un éditeur passe par cette chaîne, je vous en supplie, sauvez-le, rééditez-le, réimprimez-le, republiez-le. Parce qu'on a besoin de retrouver en France une littérature puissante, avec de beaux romans historiques qui nous reconnectent avec notre belle histoire de France, avec des personnages forts et bien écrits qui nous inspirent, avec une intrigue haletante qui nous fait vibrer. Ce livre, c'est Gloire de Marcel Dupont. Et à grand livre, grand whisky pour en discuter. Aujourd'hui, nous serons accompagnés d'un Aberlour Abunad. Brut de fût, vieilli en fût de sherry, il conjugue des arômes riches avec une intensité brûlante en bouche, tout comme ce roman en quelque sorte. Évidemment, sans glaçons pour le rafraîchir. Other noise of not just one or two bits of ice, but many bits. This is now Scotch on the rock. Take hold of the barman and show him what it's all about. You chuck it away. You don't need it. Bienvenue sur Guerre et Littérature, la chaîne qui parle des livres de guerre, les livres qui sentent la poudre. L'auteur n'est pas n'importe qui. Ne vous fiez pas à son nom franchouillard, tout droit sorti d'un album de Tintin, ou à son physique d'expert comptable. Si malheureusement aujourd'hui, à part peut-être dans quelques régiments de cavalerie, on doit pouvoir se trouver ses ouvrages, plus personne ne sait qui il est. Et pourtant il n'en est pas moins sacrément solide, aussi bien intellectuellement que militairement. Écrivain, historien, officier de cavalerie, il a fait la Première Guerre mondiale avant de rédiger son œuvre. Il y a deux types d'auteurs, ceux qui ont vécu avant d'écrire et les autres. Bon alors ce débat mériterait une vidéo entière que l'on fera peut-être un jour, mais pour simplifier dans la première catégorie, on trouve ceux qui se sont dit que pour écrire, il fallait se coltiner à la vie. Il fallait se cogner à elle, prendre des claques, risquer sa vie, traverser des épreuves, de celles qui font grandir en tant qu'homme. Marcel Dupont lui fait indéniablement partie de cette catégorie. Quand on a risqué sa vie et qu'on a vécu rien de moins qu'une guerre mondiale sur le front, je pense qu'en termes d'intensité d'expérience de vie, c'est assez dur à battre. Et en termes de légitimité pour parler de la guerre, on est pas mal. L'histoire se passe au temps des guerres révolutionnaires. La Révolution française a éclaté et la France se retrouve, pour changer, en guerre avec la moitié de l'Europe. De la mer du Nord à la Méditerranée, ça barde sur les champs de bataille. C'est une époque intense, instable, tumultueuse, où tout est possible. L'ancien monde est en train de s'effondrer, et le nouveau arrive avec ses excès, ses erreurs, ses espoirs. Dans ce roman, on va suivre les aventures d'Henri de l'Estradère, un jeune homme qui s'est dédié aux idéaux de la Révolution. Il est beau, il est gaillard, il est cultivé, il a un cœur d'or et une âme en acier trempé. Et il a la chance de vivre au cours d'une période qui lui donne l'occasion de s'éprouver en tant qu'homme, de vivre en se dévouant à un idéal qui le dépasse et pour lequel il est prêt à donner sa vie. Rapidement, on est plongé en plein cœur des batailles de l'armée d'Italie, le nom de l'armée française chargée, comme son nom l'indique, de conquérir l'Italie. Il va vivre des combats héroïques, connaître une histoire d'amour incroyable, avec une belle royaliste du camp d'en face, qui va questionner ses convictions. Bref, avoir une existence d'une intensité quasiment inimaginable aujourd'hui. Une de celles qui vous permet de dire « j'ai vécu » et bien vécu. Je ne me suis pas reposé pendant ma vie, et je n'ai pas regardé passer devant moi sans rien faire qui ne fasse qu'elle mérite d'être vécue.
Déjà parce que ce livre, en termes de style et de qualité d'écriture, il met une claque à 90% dans la fade littérature contemporaine. Ce livre, il est revenu des couloirs du temps pour s'inscrire à la Power Slap League de l'UFC. Et il a mis un TKO à tous les autres livres qu'il a rencontrés. L'écriture est fine, élégante et en même temps brûlante et passionnée, à l'image de ce whisky. On sent que c'est quelqu'un qui écrit avec une vraie culture littéraire et historique, et qui en même temps a vraiment vécu le genre d'événement qu'il écrit. Pourquoi faut-il le lire ensuite ? Parce que c'est un très beau roman historique, qui fait rêver et voyager, qui enthousiasme et qui émerveille. Vous allez visiter les villes d'Italie du Nord, depuis les Alpes jusqu'à Vérone, et revivre l'ambiance bouillante des guerres révolutionnaires, où chacun défendait des idéaux forts qui valaient la peine que l'on risque sa vie pour eux. Vous allez croiser des personnages incroyables et réalistes à la fois, plausibles et inspirants, qui s'inscrivent dans la veine du comte de Monte Cristo ou des mousquetaires d'Alexandre Dumas. Extrêmement bien écrit et qui incarne parfaitement l'esprit d'une époque et ses enjeux. On a d'un côté Henri de l'Estradère, qui a dévoré tous les philosophes des Lumières et qui s'est entièrement consacré à la Révolution. Et de l'autre, mademoiselle Antoinette Foch, farouche royaliste qui rend parfaitement hommage à la cause qu'elle défend, en l'incarnant par sa beauté et son intelligence. Mais tout n'est pas blanc et noir, il n'y a pas de manichéisme entre ces deux causes, avec des gentils qui seraient clairement identifiés d'un côté et des méchants de l'autre. Chacun a ses raisons et ses arguments qui se justifient, au lecteur de se faire sa propre opinion lui-même, et non pas de se la voir imposer. Enfin, il faut le lire parce qu'il a tous les ingrédients d'un vrai bon roman. Il y a de l'action, des scènes de bataille, où on tire au canon et on charge à coups de sabre, en débordant d'héroïsme. Il y a de la réflexion qui donne de la profondeur au roman, et qui n'en fait pas juste un livre de gros bourrin, qui fait se poser des questions immémoriales au lecteur. Qu'est-ce qui peut animer la vie d'un homme, lui donner son feu sacré ? Qu'est-ce que la gloire ? Pourquoi devrait-elle être le but d'une vie ? Est-ce que le devoir doit prendre le dessus sur la passion ? Enfin, il y a de l'amour, parce qu'il en faut quand même un peu. Mais pas de l'amour nombriliste à l'eau de rose, mièvre et gnangnan. Non, du vrai amour, de celui qui bouleverse une vie. Petite mise en contexte. Au tout début du roman, l'armée d'Italie va mal. Très mal. On a faim, on a froid, on n'est pas payé, on n'a pas de vêtements, on n'a pas de chaussures, on n'a pas de canon et on n'a même pas de whisky. Et on râle contre les politiciens et planqués de l'arrière, qui se gavent la panse pendant qu'on souffre sur le front. Dans l'ombre des chapeaux informes, abolis par les pluies, l'usure et la crasse, les yeux jetaient des flammes. Depuis le début de l'hiver, c'était la première fois qu'il le retrouvait, ce regard. Aucune pure lumière ne peut naître d'une âme ulcérée jusqu'à la révolte. L'âme de l'armée d'Italie, la veille encore, était l'âme d'un corps affamé et nu. Elle reflétait ses souffrances. D'être sans souliers, sans chemise et sans solde, d'être vêtu de loques et à peine nourri, de coucher à même le sol ou sur du fumier, dans des abris creusés comme des bauges au flanc des montagnes et sous la neige. De leur immensité de misère, ces hommes en voulaient à tout le reste du pays, à un gouvernement d'égoïstes et de corrompus, à des représentants ne se souciant que de querelles intestines, à tout un peuple de scélérats enrichis de leur misère, dansant, jouant, baffrant sans se soucier des défenseurs de la patrie. Leur regard, à ces hommes, était jusque-là un regard où leur chef préférait ne pas plonger pour n'y point lire d'injustes reproches, pour n'y point pressentir l'insubordination déguisée, parfois même avouée. Mais ce jour-là, un coup de vent avait chassé tous les nuages. Les yeux disaient « Nous sommes prêts, menez-nous moissonner la gloire. Nous sommes prêts à mourir ou à nous enivrer de victoire. Prenez-nous, menez-nous au combat. » Depuis 8 jours, ces hommes avaient un chef qu'ils devinaient, Bonaparte. Le mot de la fin, il appartient à Élie de Saint-Marc. Si on doit un jour ne plus comprendre comment un homme a pu donner sa vie pour quelque chose qui le dépasse, ce sera fini de tout un monde, peut-être de toute une civilisation. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, sinon les soldats de l'armée d'Italie viendront vous charger à coups de sabre. Vous pouvez éteindre votre téléphone, je vous dis à lundi prochain. Bonne soirée à vous, et surtout bonne lecture.